Alors bonjour à tous, j'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Alors j'avais envie de vous faire un petit cours sur Freud quand même avant la fin de l'année pour conclure le cours sur le bonheur. Donc j'ai fait un truc un petit peu long, mais bon j'espère que ça vous intéressera. Alors, donc on avait vu avec Pascal que le bonheur semblait impossible, hein, on pouvait que se leurrer et se divertir en s'abrutissant dans la recherche de la satisfaction, mais finalement ni la modération ni la satisfaction ne pouvaient nous amener au bonheur. Alors on va voir une thèse un petit peu moins pessimiste aujourd'hui, et on va voir qu'il est possible d'atteindre un certain niveau d'épanouissement, à condition d'accepter que ni la modération ni la satisfaction ne sont des solutions, et que l'essentiel dans la vie, c'est d'apprivoiser ses désirs, hein, sans chercher à les nier, ni par leur extinction dans la satisfaction ou dans leur refus, hein, qui sont deux façons symétriques de tuer le désir, hein, puisque si je satisfais mon désir, il disparaît, et si je le frustre, si je résiste au désir, en un sens, j'essaye de le nier. Là, on va voir que l'appropriation de ses propres désirs est une façon d'être vraiment heureux. Alors, je vous avais demandé du coup de lire ce long texte là de Freud, c'est ce qu'on appelle typiquement le cas Elisabeth. Hein, je l'ai mis dans les documents, je ne vais pas le relire en entier, je vais juste insister sur d'abord un petit peu de vocabulaire. Prenez le temps de le relire si vous ne l'avez pas fait, sinon vous n'allez pas comprendre grand chose. Alors, tout d'abord, il y a quelques mots compliqués, somatique, hein, ça veut dire qui correspond au corps. Soma en grec, c'est le corps. Psychique, c'est l'esprit, hein, psyché, c'est l'esprit en grec. Réminiscence, hein, c'est le souvenir. Hein, on a dans un moyen mnémotechnique, en fait, hein, c'est même mnémos, l'étymologie en grec, qui a donné méminesco en latin et qui est donc le souvenir. Et il utilise le mot de névrose et je pense dedans et d'hystérie dans ce texte-là. Juste un tout petit point histoire que vous voyez un peu voilà de quoi on parle. Donc Freud c'est un des premiers à poser des diagnostics de maladies mentales et il va faire deux grandes catégories de maladies mentales, les névroses et les psychoses. Les névroses, hein, en fait, on sent ça vient de nerfs, hein, c'est les maladies nerveuses, hein, on disait à l'époque, qui sont au fond, qui témoignent d'une certaine difficulté de l'esprit à accepter la réalité, hein, de défense finalement, voilà, contre la réalité, mais qu'il accepte quand même et qui a du mal à s'en satisfaire. Hein. C'est plutôt la difficulté de se satisfaire du réel et dont voilà, l'hystérie et un certain type de névrose, l'obsession, la phobie, c'est des névroses, tout ça. Euh, voilà, et les psychoses à l'inverse, hein, c'est le refus de se soumettre au principe de réalité, hein, c'est la négation de la réalité, et donc là c'est des maladies psychiques un peu plus graves, hein, la schizophrénie, la paranoïa par exemple. Alors pour le retenir, il y a une bonne blague de Desproges, hein, c'est que le névrosé, euh, il a du mal à se faire à ce que 2 et 2 fassent 4, et le psychotique, il est parfaitement ravi que 2 et 2 fassent 5. Alors, ouais, il y en a un qui abandonne complètement le réel au profit de l'hallucinatoire, alors que l'autre accepte le réel mais s'en satisfait difficilement. Voilà, donc là on va un peu parler des névroses aujourd'hui et en particulier de l'hystérie. Alors deuxième petite remarque avant de commencer le texte, donc voilà, hein, les dates de Freud c'est 1856-1939, hein, il meurt en Angleterre juste au début de la Seconde Guerre mondiale. Et le texte qu'on va voir aujourd'hui, hein, c'est un de ses premiers, c'est 1895, alors il a écrit quelques trucs avant, hein, mais voilà, c'est un des premiers assez connus quoi, hein, sur l'hystérie et en particulier donc sur le cas Elisabeth, hein, qu'on va travailler tout à l'heure. Alors ce qui est important à l'époque, c'est qu'on ne reconnaît pas du tout le statut de maladie mentale aux hystériques. On pense que, bon, d'abord, ce sont exclusivement des femmes, hein, dans le préjugé populaire et dans le préjugé même médical, hein, de l'époque, et au fond, elles sont accusées de simuler, hein, elles se plaignent, mais pour pas grand-chose. Donc imaginez un peu la violence du truc, hein, c'est on arrive malade et devant le médecin il nous dit bah c'est rien et c'est dans votre tête. Donc d'abord c'est hyper humiliant. En plus, c'est hyper culpabilisant parce qu'en gros, on vous accuse d'être l'auteur de vos problèmes et en plus d'avoir le toupet de s'en plaindre. Mais surtout, bah, ça donne pas de solution. Ça condamne à ne jamais guérir. Alors Freud va un petit peu proposer une alternative à ce comportement et il ne le sort pas de nulle part. En fait, il a fait un voyage à Paris où il a rencontré Charcot, qui est un des grands neurologues de la fin du 19e et qui est le premier à dire que les hystériques sont pas des simulatrices et d'ailleurs que ce sont pas que des femmes. Hein.
Le truc, c'est que Charcot, qui arrive à reproduire, expérimentalement, hein, pour ainsi dire, euh, des symptômes hystériques, pense que c'est essentiellement un problème médical, corporel, somatique. Hein, voilà, soit c'est une lésion cérébrale, soit c'est un problème héréditaire, hein, ou alors un dysfonctionnement organique quelconque qui produit ça. Mais il n'assume pas encore le statut spécifiquement spirituel de la maladie mentale. Et alors Freud va être le premier à donner un fondement mental aux maladies mentales. Il va notamment faire une comparaison serrée des paralysies d'origine organique et des paralysies d'origine hystérique, et montrer que voilà, les maladies du corps fonctionnent vraiment différemment des maladies de l'esprit, et il va vraiment séparer ces deux catégories-là pour la première fois. Hein. Il va le faire scientifiquement, hein, plus ou moins, enfin, en essayant de vraiment décrypter les effets de l'hystérie, ses mécanismes propres, et il va proposer une méthode thérapeutique, hein, qu'il va appeler la psychanalyse, et qui repose au fond sur la découverte de l'inconscient. Et ça va être vraiment l'occasion d'un grand vent d'espoir, hein, dans tout un tas de personnes, hein, qui avaient aucune solution à leurs problèmes, et qu'en plus on accusait de mentir et de simuler. Et donc on va un petit peu parler de ça aujourd'hui. Alors on va passer au cas Elisabeth à proprement parler. Alors d'abord, de quoi est-ce qu'elle souffre? Et d'hystérie. Hein. C'est une hystérique, et c'est les premiers cas auxquels Freud s'est vraiment attaqué. Alors concrètement, c'est quoi ces symptômes? Elle a des douleurs importantes aux jambes et au ventre, et elle souffre d'un état dépressif. Alors il y a d'autres formes d'hystérie beaucoup plus spectaculaires. Hein. Il y a des cécités hystériques. Cécité, c'est aveugle, hein. On est aveugle, on voit plus. Des paralysies hystériques, des évanouissements, des aphasies. C'est-à-dire, aphasie, c'est la parole, hein, on ne parle plus. Un phas, c'est la parole. Des convulsions, etc. Donc on a tout un ensemble de symptômes somatiques, hein, c'est-à-dire de symptômes corporels, hein, qui vont être l'effet d'une maladie mentale. Alors, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous dans le texte de chercher quelle est l'origine de l'hystérie d'Elisabeth. Alors je vous laisse un petit peu chercher. Alors, on peut poser plusieurs hypothèses. D'abord, est-ce que c'est l'amour qu'elle a pour son beau-frère? Alors, oui, ça en fait partie évidemment, mais ce qui est un petit peu étonnant, c'est que ça la rende malade, parce qu'on aurait plutôt pu dire que essentiellement, ça produirait pour elle de la frustration, pas une maladie dont elle n'a pas conscience, et qui en plus lui produirait des douleurs physiques. C'est un petit peu bizarre. Alors, on pourrait aussi dire que c'est la mort de sa sœur. Elisabeth, elle vient de deuil quand même, hein. Sa sœur est morte, elle en a une tristesse, mais cela dit, elle fait son deuil à peu près normalement. Alors on pourrait aussi poser l'hypothèse que c'est parce qu'elle gâche sa jeunesse à rester au chevet de sa mère, pourquoi pas. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça, parce que bon, au final, elle a le choix, hein, elle aurait pu partir. Alors on pourrait enfin dire, est-ce que c'est qu'elle s'avoue pas l'amour qu'elle a pour son beau-frère? Alors le problème de dire ça comme ça suppose qu'au fond c'est de la mauvaise foi, c'est du déni. Elle le sait très bien, mais elle l'assume pas. Alors ce que va dire Freud, et vraiment l'hypothèse qu'il va explorer, c'est qu'en fait elle aime son beau-frère, mais elle n'a vraiment pas conscience de cet amour. C'est en effet un amour qui est interdit, mais surtout c'est un amour qui implique un certain plaisir inattendu pris à la mort de sa sœur. Hein, quand sa sœur elle meurt, tout d'un coup il est libre et elle peut l'épouser. Donc en fait, c'est quelque part pour Elisabeth, c'est à la fois une nouvelle épouvantable, sa sœur chérie meurt, mais en fait c'est une super bonne nouvelle. Génial, elle meurt, il est libre, je vais pouvoir m'envoyer le beau-frère. Alors elle peut pas s'empêcher de se réjouir. Et évidemment, elle ne peut pas non plus s'empêcher de se trouver monstrueuse en même temps. Donc elle a un conflit en elle, un conflit psychique en elle, un conflit entre des désirs contraires, hein, entre d'un certain côté des désirs moraux, et d'autre part ces désirs amoureux, hein, qui s'opposent. Alors comment est-ce qu'elle va réagir à ça? L'idée de Freud, c'est de dire que il va y avoir une apparition de symptômes hystériques par conversion d'une excitation psychique en symptômes somatiques. Hein. C'est une citation du texte, ou une quasi-citation du texte, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc très compliqué? Alors, on va essayer de procéder en deux temps. D'abord, je vais expliquer un peu le diagnostic, hein, comment ça se passe, de quoi souffre, enfin, quelle est la cause de la maladie d'Elisabeth, et enfin, on verra quels sont les procédés thérapeutiques qui permettent de se débarrasser de l'hystérie. Alors d'abord, le diagnostic. Le patient souffre de réminiscences inconscientes, de désirs refoulés. Alors qu'est-ce que ça veut dire le refoulement? C'est le rejet hors de la conscience d'une représentation insupportable. Alors là en l'occurrence, hein, la joie prise à la mort de sa sœur. Hein. Une représentation ici ça veut dire une idée insupportable. L'inconscient c'est le refoulé justement. Ça veut dire qu'il existe chez Elisabeth, hein, dans le sujet, des désirs qui s'opposent si fortement avec sa personnalité, qui peuvent pas être reconnus comme étant les siens.
Et à ce titre, ils sont écartés de la conscience et de la mémoire, hein, ils sont censurés, ils sont évacués, ils deviennent inconscients, du coup, elle ne sait pas qu'elle a ce désir-là. Hein. Alors, il faut bien comprendre, le refoulement, c'est un mécanisme de défense, hein, de l'esprit. C'est un mécanisme de défense de l'esprit contre le déplaisir, donc, provoqué par par l'idée amoureuse en l'occurrence, hein, et puis par l'idée un petit peu aussi mortifère. Hein. Donc c'est un mécanisme, donc l'esprit se défend contre cette idée pour garantir son intégrité mentale et en essayant de mettre apparemment un terme au conflit insupportable, tout simplement en l'évacuant, hein, parce que ça menacerait hein, sa santé mentale. Alors, si vous avez compris ça, on pourrait se demander, ok, mais alors qu'est-ce qui prouve que cette idée a disparu, que l'idée insupportable a été refoulée et que c'est pas un simple déni? Alors, pour Freud, ce qui va prouver l'existence du refoulé, c'est la résistance. C'est la résistance, c'est-à-dire que il y a un effort pour prendre conscience de ça, pour se rappeler de ça, prendre conscience de ses désirs. Et s'il y a besoin d'un effort, ça suppose que y a une autre force qui résiste à cet effort. Hein. On fait toujours un effort contre un autre. S'il n'y a rien qui s'oppose à mon effort, il n'y a pas besoin de faire d'effort. Donc on voit ici que oublier, c'est donc résister au souvenir, et non pas seulement rendre indisponible au souvenir. Là on a une idée qui est assez intéressante, c'est que l'oubli, c'est pas seulement une diminution de l'esprit, une diminution de la force de l'appareil psychique. Hein, c'est pas, par exemple, mon esprit est pas assez puissant et du coup je me rappelle pas tout. Mais ici, Freud pense une nouvelle forme d'oubli qui est au contraire l'expression de la puissance de l'esprit. Hein, c'est une force qui permet à l'esprit de maintenir son unité hein, et qui permet de trier l'essentiel et l'inessentiel, le salutaire et le dangereux pour lui et de mettre en avant seulement ce qui est important. Et donc il y a une forme d'oubli actif, si vous voulez, de l'esprit qui vise à le protéger. Et c'est ça le refoulement. Alors dans le texte, comment est-ce qu'on voit cette force au travail? Comment est-ce qu'on voit cette résistance au travail? Comment est-ce qu'on voit que l'esprit se défend contre l'idée qui pourrait lui porter préjudice? Alors, plusieurs aspects. D'abord, il y a plusieurs endroits où elle vante hein, le courage de sa sœur, elle exagère la perfection du couple, hein, le remariage de sa sœur cadette, voilà, et le beau-frère l'entoure de tendres soins, ils se comprennent d'un seul regard, une grande confiance mutuelle, ça, elle idéalise complètement le couple de son beau-frère et de sa sœur, et au final, on peut se demander si cette idéalisation, elle n'est pas un petit peu exagérée, elle ne sert pas peut-être à dissimuler une forme de haine ou de jalousie. Hein, c'est ce qu'on voit souvent dans les éloges funèbres, où voilà, tel homme politique qui a été une crapule notoire, qui a détourné du pognon, etc. Tout d'un coup, on dit que ça a été quelqu'un de vraiment remarquable et qu'il a beaucoup apporté au pays, etc. Et on voit ici que l'agressivité se retourne un petit peu en son contraire, parce qu'au fond, voilà, on culpabilise d'être agressif avec quelqu'un qui peut plus se défendre, qui est mort, et du coup on culpabilise aussi peut-être de participer un petit peu à la mort de cette personne, en rajoutant une couche, quoi. Hein. Alors ça c'est le premier signe de la résistance. Alors deuxième signe, si vous vous rappelez bien, elle dit... voilà, elle rêvait d'un homme comme lui, hein, une vie heureuse comme celle de sa sœur. Voilà, ou je sais plus où est-ce qu'il dit ça. Voilà, un désir l'envahit alors, celui de posséder un mari ressemblant à celui-là. Bon, on voit bien que ce ressemblant, ce comme, n'a rien de comparatif. En fait, elle veut celui-là. Mais le fait de mettre le comme ou la ressemblance, entre les deux, ça permet finalement de mettre un petit peu à distance le désir qu'elle éprouve pour son beau-frère. Alors troisième aspect de la résistance, c'est que elle dit, hein, elle avait fait l'impossible pour chasser l'idée que sa sœur était morte. Voilà, elle me dit avoir fait, c'est ici. Hein. Je lui demandais si elle s'était représentée pendant le trajet la triste possibilité qu'elle trouve à réaliser à son arrivée. Elle me dit avoir fait l'impossible pour chasser cette idée, mais sa mère croyait-elle, c'était dès le début attendu au pire. Voilà. Alors vous voyez bien que cette phrase, j'ai fait l'impossible pour ne pas y penser, en fait dit exactement le contraire de ce qu'elle dit. Si elle a fait l'impossible pour chasser cette idée, ça veut dire qu'elle n'a pas chassé cette idée. C'est-à-dire qu'elle n'a fait qu'y penser en réalité. Hein. Elle se représente cette idée comme quelque chose à quoi elle ne pense pas, puisqu'elle n'a cessé d'essayer de la chasser de son esprit, mais en réalité, elle vient de dire « je n'ai fait qu'y penser, j'ai été obsédée par cette idée
Voilà. Et du coup, je l'ai bien eu, cette idée-là. Alors, pire, elle attribue dans la même phrase l'origine de cette idée à sa mère. C'est sa mère, croyait-elle, qui avait pensé à ça en premier. Voilà, sa mère croyait-elle, c'était dès le début attendu au pire. Donc ça, c'est un truc très très classique dans les mécanismes de résistance, c'est qu'on va attribuer à l'autre la pensée agressive qu'on éprouve nous-mêmes. Voilà, c'est typiquement, voilà, on projette ses propres désirs en autrui. D'ailleurs, c'est comme ça que Freud explique la croyance des humains dans les fantômes. Le fantôme, au fond, ce serait une manifestation hallucinatoire de notre propre agressivité vis-à-vis du défunt. Et en fait, voilà, la vengeance du fantôme nous permet finalement de culpabiliser, ou en tout cas d'avoir peur pour se sentir innocent, hein. Au fond, c'est pas moi qui suis agressif, c'est le fantôme qui l'est. Mais au fond, le fantôme n'est jamais que voilà, la manifestation de notre propre culpabilité. Bien. Enfin, voilà, dernier. Non, avant, bon, il y a encore quelques éléments de résistance, mais j'aime bien les relever dans le texte, je trouve que c'est très intéressant. Il dit voilà, voilà, ce qui était vraiment horrible, c'est l'entrée dans la chambre où reposait la morte, et tout d'un coup l'horrible certitude que cette sœur bien-aimée était partie sans leur dire adieu, sans que leurs soins eussent pu alléger ses derniers moments. Moi je trouve ça génial, là, sans que ces soins eussent pu alléger ses derniers moments, parce que, vous voyez, c'est une façon de se déculpabiliser, et de se dire, voilà, j'imagine ma propre bienveillance potentielle, mais qui n'a pas pu avoir lieu. Et du coup, à la limite, elle culpabilise sur autre chose que sur le fait qu'au fond, elle était bien contente de voir sa sœur morte, puisque le beau-frère était du coup libre. Mais au fond, c'est aussi une façon de se dire, de se dire, bah, au fond, bah mince alors, ah bah zut, j'ai pas pu t'aider, ah bah c'est pas cool ça, j'aurais vraiment aimé t'aider, zut, vous voyez, c'est l'idée de la fausse bonne intention, quoi. C'est, alors évidemment, au fond, peut-être que inconsciemment, elle est bien contente qu'elle soit partie, elle est bien contente qu'elle soit partie rapidement, comme ça, ça lui laisse le beau-frère plus vite. Donc vous voyez, sous cette apparence de bienveillance, sous cette apparence de regret, se cache au fond le désir d'épouser le beau-frère et du coup de se débarrasser de sa sœur qui y fait obstacle. Alors à la fin, on a voilà, l'aveu du désir qui montre les derniers éléments de la résistance, hein. Voilà, il pousse à aller au cri lorsqu'en termes précis je lui exposais les faits en lui montrant que depuis longtemps elle était amoureuse de son beau-frère. Et à cet instant elle se plaignit des plus affreuses douleurs et fit encore un effort désespéré pour rejeter mes explications. C'était pas vrai, c'était moi qui lui avais suggéré, c'était impossible, elle était pas capable de tant de vilainie, ce serait impardonnable, etc. Donc vous voyez, elle ne fait que nier l'évidence, elle ne fait que nier son amour pour son beau-frère, et du coup ça prouve bien, ça prouve bien que en fond, elle résiste à cette idée. Et si vous le regardez bien, c'est vraiment bien écrit. C'était pas vrai. Donc d'abord, il y a une négation pure et simple. C'était moi qui lui avais suggéré. Donc là, vous voyez, déjà, on a un glissement. C'est peut-être vrai. Sauf que l'idée est pas d'elle. Donc finalement, elle est à peu près innocente. C'était impossible. Là, on est en train de se dire, ok, ça a l'air d'être ça, mais il va falloir que je trouve un argument pour démonter le truc. Du coup, on va prendre un argument logique en disant que c'était impossible. Ensuite, elle n'était pas capable de tant de vilainie. Donc là, pour le coup, c'est possible. C'est juste que c'est peu probable. Ce serait impardonnable. Bon, là, c'est le cas. Et là, je suis en train de me rendre compte que c'est un petit peu la merde et que, bah, finalement, si vraiment j'avais voulu la mort de ma soeur, j'arriverais jamais à me pardonner. Voilà. Alors j'ai rajouté un dernier petit élément, c'est que très souvent dans les névroses, il y a une complicité du patient avec sa névrose, hein, qui ne veut pas en prendre conscience parce qu'il s'est créé tout un tas de bénéfices compensatoires au fait d'être malade. Vous voyez, du coup, par exemple, Elisabeth est particulièrement héroïque dans le fait de rester près de sa mère et de bien s'en occuper, etc. Et finalement, elle est capable de se récompenser moralement de son propre célibat, qui est en fait pas vraiment un célibat, mais l'attente de la disponibilité de son beau-frère. Et donc ça, c'est un truc qui est assez fréquent dans les névroses, hein. C'est que y a tellement de compensations qui vont disparaître avec la guérison, parce que du coup, elle aura plus besoin de vivre sa vie voilà, de vieille fille, une fois qu'elle aura renoncé ou qu'elle sera passée à autre chose. Ben, c'est trop difficile de renoncer au statut qu'elle a, et du coup ça encourage le malade à continuer comme tel. Alors je résume parce que j'ai relevé beaucoup d'éléments, mais donc là il y a deux idées très importantes. Elisabeth refoule son amour pour son beau-frère,
elle n'en a pas conscience. Et ce qui prouve ce refoulement, c'est qu'il y a tout un tas de mécanismes qu'elle met en place pour ne pas en prendre conscience, hein, pour éviter cette prise de conscience, mais elle s'en rend pas compte. Ouais, elle pense la réalité autrement qu'elle n'est. Hein, c'est pas juste du déni, c'est pas elle le sait très bien mais elle veut pas le voir, il y a tout un tas de blocages psychiques qui se passent en elle qui font que elle a toutes les raisons de penser que c'est autre chose qui se passe. Bien. Alors, la question qui va se poser maintenant, c'est si le refoulement a fonctionné, si cette idée-là, elle est plus dans sa tête, comment ça se fait qu'elle soit malade? Parce qu'en un sens, elle éprouve pas le désir qui la met si mal à l'aise. Elle le sait pas, elle en a pas conscience, donc ça devrait rien lui faire. Alors, le problème, dit Freud, c'est que si le désir insupportable est supprimé, Elisabeth ne devrait pas souffrir. Et donc ce que dit Freud, c'est que la pulsion refoulée, en fait, elle est restée active, alors même qu'elle est devenue inconsciente. En fait, le désir n'a pas vraiment trouvé de solution. Elle continue à aimer son beau-frère malgré elle. Le désir s'est pas éteint. Il a juste été écarté de la conscience. Le refoulement, c'est simplement un mécanisme de censure qui empêche Elisabeth de s'apercevoir de l'existence du désir. Mais c'est pas quelque chose qui détruit le désir, elle l'a juste ignoré. Et le désir continue à exiger sa satisfaction, et donc aussi à produire de la culpabilité. Sauf qu'il ne le fait plus à travers la voie normale, hein, la voie de la conscience, hein, comme quand on a un désir d'habitude, voilà, ça s'impose à moi dans ma conscience, hein, je le sais, mais il va s'exprimer de façon détournée pour qu'on n'en prenne justement pas conscience. Hein, donc ça c'est vraiment l'idée centrale à comprendre chez Freud, c'est que la représentation mentale disparaît, mais la pulsion qui lui est liée continue à chercher satisfaction et à essayer de s'exprimer. Oui, c'est un petit peu comme un enfant qui, pour faire disparaître un problème ou une crainte, va se cacher lui-même, va se cacher les yeux. C'est un peu la tactique de l'autruche, hein, si on pouvait dire. Alors c'est pas parce qu'on ne voit plus le problème que le problème a disparu. Mais spontanément, l'esprit a tendance à le penser, puisque en ne voyant plus le problème, il a l'impression que les effets du problème ne le touchent plus. Alors, le désir du coup ne doit pas remonter à la conscience, mais il continue à agir, à s'exprimer, et il s'exprime du coup de façon à ce que la conscience ne s'en aperçoive pas. Et alors, c'est ça la grande découverte sur l'hystérie de Freud, c'est que dans l'hystérie, qu'est-ce qui va permettre au désir de continuer à s'exprimer alors que finalement l'esprit s'en aperçoit pas? Eh bien c'est le corps. C'est le corps qui va se mettre à exprimer le désir et qui va commencer à parler le langage de la maladie. Le corps va commencer à signifier, à devenir éloquent, à se faire spirituel. Hein. Et c'est pour ça que Freud dit qu'il y a une conversion hystérique. Alors, conversion hystérique, ça veut donc dire transformation d'une excitation psychique, hein, donc en l'occurrence le désir pour son beau-frère et l'agressivité pour sa sœur, en symptômes somatiques, c'est-à-dire en traces sur le corps, en l'occurrence en fatigue, en douleur, en paralysie, etc. etc. Hein, donc c'est exactement ça l'hystérie, c'est la dissimulation d'un désir par le refoulement, mais qui continue à s'exprimer sous forme corporelle, hein, qui va déplacer son expression de la conscience, qui est le truc normal, vers le corps, qui est le truc en un sens anormal, puisque c'est pas comme ça que d'ordinaire, hein, les désirs s'expriment en nous. Donc le refoulement, on peut dire, est à la fois une réussite et un échec. Hein, puisque, alors je précise parce qu'il dit, Freud, un truc un peu bizarre, il dit... Elle avait l'idée de rejet d'une représentation insupportable, l'apparition des symptômes hystériques par conversion d'une excitation psychique en symptômes somatiques. Attendez. Ah bah zut alors. Est-ce que c'est dans ce texte? J'ai un petit doute. Bon, il y a souvent un moment où il dit que la conversion elle est réussie. Hein, donc le refoulement c'est à la fois une réussite et un échec. Pourquoi? Parce que au fond, le refoulement protège correctement l'esprit de ses propres représentations. Donc il y a une réussite, il y a effectivement l'intégrité mentale du sujet est effectivement préservée. La représentation insupportable disparaît et cesse finalement de mettre en danger les croyances morales de la personne, les certitudes morales de la personne, les certitudes sur l'identité de la personne, puisque Elisabeth, qui est quelqu'un de très bien, tout d'un coup se découvre une partie monstrueuse en elle-même. Donc là, le refoulement, ça protège bien de ça. Par contre, là où il y a échec, c'est que ça résout pas le problème, et pire, ça empêche de le reconnaître et donc de le résoudre. Donc au fond, la situation, en un sens, s'aggrave, puisque le problème ne cesse pas d'exister, mais par contre on en a perdu la trace, on en a perdu le fil, et du coup on ne sait plus contre quoi on lutte, on ne sait plus qu'est-ce qui pose problème, et c'est encore plus compliqué à régler.
et après on me dit qu'on simule, etc. Alors, conceptualisons tout ça. Alors, il y a un certain nombre de conséquences très importantes sur la compréhension de la nature de l'esprit et du rapport entre le corps et l'esprit qui découle de cette découverte. Alors, Freud va proposer une nouvelle manière de se représenter l'activité psychique et il nomme ça topique, ou topos en grec, ça veut dire lieu. Ici, il définit les différentes fonctions de la pensée et du coup, ces différents lieux où en fait, il fait une espèce de sorte de carte de l'esprit, une nouvelle carte des fonctions de l'esprit. Alors, c'est ce qu'on appelle du coup la première topique. Alors il dit dans l'esprit, au fond, il y a 3 fonctions principales. Alors la fonction classique qui est la conscience, les représentations de conscience, ce sont celles auxquelles on fait attention et qui ont un effet sur nous. C'est celles qui se présentent à nous et qu'on sait avoir. Voilà, on est d'autant plus conscient de quelque chose qu'on y fait bien attention ou alors qu'elles ont un gros effet sur nous. Par exemple, si vous êtes concentré sur un objet, que vous observez attentivement quelque chose, vous en avez une conscience intense. De la même façon, si voilà, il y a un bruit fort qui vous surprend, ça va avoir un gros effet sur vous et votre conscience va immédiatement diriger son attention là-dessus et vous en aurez une conscience très intense. À l'inverse, ceux à quoi on ne fait pas attention et ceux qui n'ont pas beaucoup d'effet sur nous, on n'en aura pas un très haut degré de conscience. Alors, Freud dit que la conscience, c'est l'organe du sens des qualités psychiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on sent ce qui se passe dans notre esprit par la conscience. C'est pour ça qu'on a connaissance de ce qui se passe dans notre esprit. C'est ce par quoi on a le savoir de ce qui se passe en nous. Conscience, ça vient du latin cum scientia, cum avec, ensemble, et scientia, la science, le savoir, c'est ce qui se passe en nous, ce qui se passe en nous se fait avec savoir. La conscience, c'est ce qui fait que ce qui se passe en nous peut être su, peut être perçu, peut être aperçu. Donc la conscience, du coup, moi j'aime bien cette définition, elle est de Cicéron, elle est très rapide. La conscience, c'est notre témoin intérieur, tout simplement. C'est ce qui permet de savoir ce qu'il y a. Bref. Alors, donc ça, c'est la fonction traditionnelle que Freud ne remet pas en cause. On a bien une conscience, ça, il n'y a pas de problème. Il s'accorde avec ça, avec la tradition classique de la philosophie. Alors, là où il va y avoir un premier changement, c'est qu'il va dire, on a aussi toute une zone préconsciente. C'est pas vraiment conscient, mais c'est à l'orée de la conscience. C'est aux portes de la conscience. C'est prêt à devenir conscient. Donc les représentations préconscientes, elles sont disponibles à l'attention, mais elles ne sont pas présentes, elles n'ont pas d'effet sur nous. C'est ce que l'on nommait avant inconscient. Par exemple, le bruit de l'eau qui coule dans la rivière et que j'oublie quand je suis plongé dans mon livre. Vous voyez, j'en ai pas conscience, mais il me suffirait d'un petit effort d'attention pour que ce soit le cas. Ou encore un souvenir que j'ai, mais auquel je pense pas à ce moment-là, mais si jamais je fais un effort, on me demande de m'en rappeler, je sais pas, par exemple mon code de téléphone portable, là il suffit que je fasse un petit effort et le truc revient à ma pensée. Donc c'est pas conscient, mais c'est bien dans ma pensée. Et en ce sens-là, avant Freud, on disait l'esprit, au fond, c'est ça. Il y a d'une part ce sur quoi je porte mon attention, ce dont j'ai conscience, et toutes les autres informations qui sont un peu autour, qui seraient disponibles, et dont j'ai pas conscience, qui sont inconscientes. Mais Freud, justement, va dire que c'est préconscient, parce qu'il veut montrer qu'il y a une autre... on a un autre genre de pensée, et ça c'est sa vraie nouveauté, c'est sa vraie rupture, qui elles ne sont pas du tout conscientes, mais ne sont pas non plus disponibles au simple effort de prise de conscience. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, cette partie-là de l'esprit, il l'appelle inconscient. L'inconscient, c'est le refoulé, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ce contre quoi l'esprit se protège par un effort de censure. Alors, à ce titre, les représentations inconscientes ont 2 caractéristiques. Alors d'abord, elles ne sont pas disponibles à la remémoration directe. Il ne suffit pas de faire un petit effort pour en prendre conscience. Il ne suffit pas de porter son attention dessus. Parce que je ne sais même pas que je les ai oubliées. Je ne sais même pas que je les ai en moi. Ensuite, et ça c'est très important, elles ont un effet sur nous alors même qu'on ne se les représente pas. Vous voyez, contrairement aux représentations préconscientes qui ne se présentent pas à nous justement parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'effet sur nous, typiquement le bruit de l'eau de la rivière, voilà, qu'on entend à peine parce qu'au fond elles n'ont pas beaucoup d'effet sur nous, les représentations inconscientes, elles, c'est l'inverse. C'est qu'elles sont d'autant plus inconscientes qu'elles ont beaucoup d'effet sur nous. Alors elles contiennent essentiellement nos désirs, nos pulsions, et en particulier nos pulsions sexuelles. Et donc l'inconscient contient nos pulsions qui sont les représentants psychiques de ce qui se passe dans notre corps. Donc nos pulsions sont... Ma phrase est mieux comme ça. Tac, je corrige vite fait. Voilà.
Donc le concept de pulsion nous apparaît comme un concept limite entre le psychique et le somatique, hein, entre l'esprit et le corps, comme le représentant psychique, hein, des excitations issues de l'intérieur du corps et parvenant au psychisme, comme une mesure de l'exigence de travail qui est imposée au psychisme par suite de sa liaison au corporel. Voilà, donc la pulsion, c'est la façon dont le corps se signale à l'esprit de l'intérieur, et se signale par une tension dans l'esprit. Hein, l'esprit se sent poussé, tendu, par les exigences du corps, hein, finalement, par la vie du corps, de sorte que il sache un petit peu quoi faire. Donc la pulsion, c'est un peu la forme mentale de ce qui se passe dans notre corps, c'est la forme mentale de la vie du corps. Alors Freud pense donc une intrication très forte, hein, du corps et de l'esprit. Il y a un langage du corps et une corporéité de la pensée, et le passage de l'un à l'autre est extrêmement fluide, et cette fluidité est assurée justement par la pulsion. Hein. Le spirituel enrichit sans cesse le corporel, et le corporel donne son énergie à l'esprit. Alors, il y a 3 grosses conséquences à cette première topique. Alors la première conséquence importante, c'est que l'inconscient est non seulement quelque chose, mais c'est une chose dynamique. C'est une activité de l'esprit. Avant Freud, on ramenait la vie de l'esprit, ou du moins à celle de la conscience. Ce qui était actif, c'était la conscience. L'idée d'une pensée inconsciente paraissait contradictoire, parce que si on n'en a pas du tout conscience, c'est simplement qu'on n'y pense pas, et donc qu'il n'y a pas de pensée à proprement parler. Il n'y avait pas d'inconscient, ou plus exactement, l'inconscient était simplement un défaut de pensée, un défaut de conscience, une absence de pensée, et non pas la présence d'une pensée cachée. Alors, Freud renverse ça justement. Hein. L'inconscient, c'est bien une certaine façon pour la pensée de produire des représentations, mais qui ne passent pas par la conscience. On passe donc d'une conception négative de l'inconscient, absence de conscience, hein, qu'on nomme parfois aussi d'ailleurs inconscience, hein, comme celui qui fait pas attention aux dangers autour de lui. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est pas qu'il y a un refoulé en lui, ça veut juste dire qu'il est privé de la conscience du danger, ou de celui qui tombe dans les pommes, hein, qui perd conscience. Alors, on voit bien que c'est pas une question de refoulement, mais c'est simplement une question de diminution de l'activité de la conscience. Et là, c'est pas du tout ce que dit Freud. On passe d'une conception positive à un inconscient qui est une augmentation de l'activité de la pensée. L'inconscient, c'est pas une absence de pensée, mais une pensée d'autant plus active qu'elle est refoulée, hein, ce qui est très étonnant, puisqu'on avait dit plus haut, on a plutôt tendance à penser que si une pensée est très active en nous, on en a particulièrement bien conscience. Pensez à l'obsession, à la jalousie par exemple, hein, vous voyez, c'est une pensée qui a beaucoup d'effets en nous, et qui est très aiguë, on ne pense plus qu'à ça, elle obsède la conscience, elle obstrue la conscience, elle occupe toute la place de la conscience. Et Freud nous dit à l'inverse, que c'est l'activité de certaines pensées qui sont justement à l'origine de leur censure. Et vous voyez bien que plus l'amour d'Elisabeth est puissant en elle, plus l'inconscient va travailler à refouler et à empêcher la prise de conscience de ça. Voilà. Donc, je l'ai peut-être dit de façon un petit peu compliquée, mais vous voyez vraiment l'invention freudienne, c'est de dire qu'il y a 2 façons de ne pas avoir conscience de quelque chose. La façon classique, qui est la préconscience, c'est-à-dire j'ai pas conscience du truc parce que j'y pense pas, parce que ça n'a pas beaucoup d'effet sur moi, voilà, mais c'est si vous voulez, disponible à mon attention. Et la deuxième façon de ne pas avoir conscience de quelque chose, c'est l'inconscient. Et là, c'est pas pareil, ça a beaucoup d'effets sur moi, et j'ai beau faire des efforts, c'est pas vraiment disponible à mon attention. Je vais l'écrire, c'est plus clair. 2 façons de ne pas avoir conscience de quelque chose. La version préconscient, c'est ce qu'on nommait avant, au fond, l'inconscience. Hein, c'est la version négative de l'inconscience. Hein, c'est juste un défaut de conscience. Ensuite, le défaut de conscience. Et la version inconscient au sens freudien. La version inconscient au sens freudien, c'est-à-dire c'est l'activité de censure. On va dire comme ça. C'est l'activité de censure. Alors, oui, c'est pas un défaut, c'est au contraire une activité. Alors, deuxième grande conséquence, c'est que du coup, il y a une inversion de l'importance de la conscience et de l'inconscient. Avant, on pense que du coup, la conscience, c'est l'essentiel de la pensée. Hein. Et Freud affirme qu'elle n'est... Freud affirme au contraire que la conscience, c'est juste
un tout petit bout de ce qui se passe dans l'esprit. Hein, c'est la pointe émergée de l'iceberg, c'est un épiphénomène de l'inconscient. Hein, c'est seulement, au final, la conscience, c'est seulement un devenir possible des représentations inconscientes. La conscience et le moi qui s'y identifie, au fond, sont essentiellement liés à la fonction perceptive de l'esprit. C'est juste une fonction parmi les autres de la pensée. La conscience, la conscience, c'est pas grand-chose. Une représentation consciente, c'est seulement une représentation aperçue. Et on peut comprendre cela si on y réfléchit bien. Parce que la conscience, au fond, c'est d'abord un filtre, un isolant. Pensons à la concentration. Regardez, la force de la conscience, c'est pas de s'étendre, mais c'est de se resserrer. C'est non pas accueillir un grand nombre d'objets, mais d'éliminer tout ce qui perturbe la pensée. En fait, par nature, la conscience est toute petite. Le phénomène de la concentration le montre bien. Se concentrer permet d'isoler les informations psychiques les unes des autres. Et mieux on se concentre, moins on pense à de choses, et plus notre conscience est efficace et réussit son travail. La conscience, quand elle travaille bien, supprime des pensées pour nous en faire voir une seule. A l'inverse, quand on fatigue, on est parasité par plein d'autres pensées, on pense plusieurs choses à la fois et du coup on pense pas bien. Et on comprend alors que la pensée est bien plus large que ce qu'on croit et qu'on a simplement l'illusion qu'elle se réduit à ce dont on a conscience, parce que c'est la seule chose à quoi on a accès et qu'on n'imagine pas qu'il y a tout un tas de choses derrière. Et d'ailleurs, si on n'était pas capable de faire ce tri, d'oublier, on serait incapable de penser. On serait englouti par l'excès de pensée. Donc au fond, la conscience, c'est tout petit, mais heureusement. Voilà, c'est bien de dire que la conscience, c'est tout petit. Et heureusement, c'est sa fonction en fait d'être petit. Par nature, la conscience ne doit être qu'un tout petit morceau de la pensée. Si on n'était pas capable de faire ce tri, de réduire la conscience à peu de choses, d'oublier, on serait incapable de penser. On serait englouti par un tas de pensées qui s'entremêleraient les unes dans les autres et qui rendraient toute pensée impossible. Imaginez que vous soyez capable de penser à tout ce que vous avez dans votre tête en même temps. Mais ce serait un chaos innommable. Le travail de la conscience, c'est justement la déliaison de tout ça et voilà, l'isolement des pensées les unes des autres. Et donc on voit que ça c'est assez intéressant. C'est pas le défaut de la pensée, mais c'est son excès qui fait obstacle à la réflexion. Et donc être intelligent, d'un sens, être fort conscient, c'est penser moins et pas penser plus. Le paradoxe, c'est assez rigolo. Alors, troisième problème important, c'est le problème de la liberté. Ça veut dire que du coup, je suis plus le maître dans ma propre maison, dans ma propre tête, et ce qui me définit, ce qui me rend malade aussi, m'échappe complètement. Mes comportements, ça veut dire qu'ils sont déterminés par des désirs et des pensées que j'ignore, et qui pourtant me façonnent profondément. C'est-à-dire que l'essentiel, mes désirs les plus profonds, en essence, ça m'échappe. Et le pire, c'est que, comme je l'ignore, je peux même pas agir dessus ou leur résister. Tout se fait en moi malgré moi. Au fond, Elisabeth, elle a beau faire ce qu'elle veut, essayer d'être le plus moral possible, d'aller le mieux qu'elle peut, ou de pas penser à son beau-frère. Enfin, en fait, elle y pense d'ailleurs même pas, même en tout cas pas consciemment. C'est que, en fait, elle a aucun objet contre quoi lutter. Elle sait pas contre quoi elle doit résister. Et en ce sens, dans ce cas-là, il n'y a pas de liberté parce qu'elle peut pas délibérer sur ce qui se passe en elle. Et par exemple, si je délibère, c'est-à-dire que je pèse le pour et le contre pour prendre une décision, j'ai l'impression que voilà, je vais prendre la décision qui aura le plus d'arguments en sa faveur. Mais en fait, sans m'en apercevoir, je vais faire que valoriser un argument plutôt qu'un autre. Je vais donner plus d'importance ou plus d'arguments à une position plutôt qu'à l'autre. Et au fond, la manière dont je vais faire ma délibération, elle sera complètement conduite par un tas de désirs en moi auxquels je réfléchis pas et dont j'ai pas conscience et que j'ignore complètement. Et du coup, j'aurai l'impression d'avoir agi librement alors que j'ai simplement subi l'idée dont j'avais pas conscience. Bien, donc voilà pour le diagnostic. Donc je résume les trois grandes idées. Il y a un refoulement de l'idée qui dérange. De l'idée qui fait que Elisabeth se semble monstrueuse. Ce refoulement, il est prouvé par la résistance de sa pensée à la prise de conscience de cette idée. C'est ça que Freud dit, c'est la résistance qui est la preuve du refoulement. Et troisièmement, ce refoulement n'est pas une élimination de l'idée gênante, mais simplement une dissimulation de cette idée. Et l'idée continue à agir en Elisabeth, et c'est ça qui la rend malade. Et donc ces trois concepts mis ensemble produisent finalement
une reconfiguration de la compréhension de l'esprit humain, et l'esprit humain, il est beaucoup moins conscient de lui-même qu'il le croit, beaucoup moins libre qu'il le croit, puisqu'il y a des choses qui agissent en lui sans qu'il le sache, et contre quoi il ne peut pas vraiment lutter, et au final, qu'est-ce que j'ai dit un troisième truc, excusez-moi. Et au final, il y a bien des choses qui voilà, il y a bien une activité inconsciente en lui. Hein. L'inconscient, c'est pas simplement un défaut de l'esprit, mais au contraire, peut-être son activité principale. Alors, maintenant qu'on a fait le diagnostic, bah, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se guérit? Qu'est-ce qu'on fait de ces idées refoulées? Donc, au fond, il y a deux trucs à voir. Hein. D'abord, bah, comment on fait pour prendre conscience de ces idées inconscientes? Et deuxièmement, bah, une fois qu'on a réussi, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait de ces pensées-là? Alors, les voies d'accès. Alors d'abord, je tiens à souligner un petit problème, c'est que pour trouver la cause de la maladie et la guérir, eh ben, on va devoir accéder à la représentation inconsciente. Mais comment y accéder si justement elles sont inconscientes et que notre outil d'exploration, bah, c'est la conscience? On a un petit problème. Si par définition, l'inconscient c'est ce qui résiste à la prise de conscience, comment la conscience pourrait y arriver? Et comment avoir accès à une pensée inconsciente si le seul instrument dont on dispose c'est la conscience? Bah, donc soit elle est vraiment inconsciente et alors on n'y a pas accès, soit elle parvient à la conscience, mais là on peut se dire ah mais est-ce que c'était bien une représentation inconsciente? Donc Freud, son travail ça va être de développer plusieurs outils qui sont tous liés à une thérapie par la parole, hein, donc non médicamenteuse, et qui vont permettre cette prise de conscience. Hein. Et donc la psychanalyse, je l'écris ici, sert de médiation, justement, dans ce travail de prise de conscience. L'idée, c'est que on va pas pouvoir prendre conscience de ces idées inconscientes tout seul. Il va falloir la médiation de l'oreille de l'analyste. Il va falloir passer par autrui pour réussir à se saisir de soi-même, à se saisir de l'inconscient qu'il y a en nous. Alors, le premier outil que Freud va explorer, c'est l'hypnose. Hein, et c'est un des outils qu'il utilise donc à la fin dans les années 1890 jusqu'à 1900. Et qui fonctionnent un peu, mais il y a un échec relatif de l'hypnose. Hein, ça donne accès à certains contenus inconscients, mais comme le patient fait pas ce travail de prendre conscience par lui-même, ça marche pas très bien. Au final, c'est le psychanalyste qui lui livre ses pensées inconscientes, mais en fait, il va pas y croire et il va pas les accepter. Il va peut-être les connaître, mais il va pas les reconnaître. Donc là, Freud découvre une première idée, c'est que le motif inconscient ne peut être vraiment connu que s'il est en même temps reconnu. Je l'écris ici, hein. Connaître, il faut reconnaître. Voilà, hein. Il suffit pas de connaître ce qui nous arrive, il faut aussi le reconnaître et en un sens pouvoir l'assumer. Hein. Sinon, ça fonctionne pas. Si le sujet n'arrive pas à reconnaître comme étant le sien, il n'arrivera pas à l'accepter. Et pour qu'il puisse le reconnaître comme étant le sien, il faut qu'il le découvre tout seul. Voilà. Alors du coup, il essaye d'autres choses et ce que découvre Freud, c'est qu'il y a tout un tas d'indices dans la vie quotidienne qui finalement ne cessent d'exprimer nos désirs inconscients. Alors, par exemple, il y a tous les actes manqués. Alors les actes manqués, c'est les lapsus, les petits oublis, les choses comme ça. Alors, j'en avais revu un élève qui m'avait dit ici, monsieur, est-ce qu'il va falloir apprendre sa leçon à la place de dire sa leçon? Donc là, c'était assez rigolo, parce qu'au fond, il était bien en train de dire qu'il était sourd à ce que je disais, probablement, et que voilà, je pouvais toujours attendre pour qu'il apprenne sa leçon à laquelle il n'entendait rien de toute façon. Donc, l'acte manqué ici, c'est un acte réussi, puisqu'il va réaliser, il va permettre de dire et de réaliser le désir qui a été refoulé et qu'on n'osait pas exprimer, en un sens dont on n'avait pas conscience qu'on l'avait, et le manifester pour le rendre possible. Donc le lapsus, on dit souvent que les lapsus sont révélateurs, mais ils ne sont pas seulement révélateurs, ils sont aussi efficaces, parce qu'ils sont la réalisation de certaines choses. Alors, Freud parle de beaucoup d'autres exemples, le bris d'objet, où on vous dit, alors voilà, tu fais un peu ce que tu veux ici, mais surtout, tu casseras pas ce machin-là, tu feras très attention à cet objet fort précieux, et évidemment, c'est lui qu'on casse, quoi. Ou alors, quand on est, je sais pas moi, vous réglez votre réveil, vous êtes sûr que vous l'avez réglé à la bonne heure, et puis, paf, le lendemain, vous vous réveillez, et en fait, il sonne à une heure différente, et vous comprenez pas, parce que vous étiez vraiment sûr de l'heure du rendez-vous, de l'heure du truc, et vous le loupez. Bon, bah, en fait, vous êtes simplement en train de réaliser votre désir de ne pas faire le truc qui était prévu à cette heure-ci. Donc voilà.
Alors, deuxième grand type de situation dans laquelle on peut s'apercevoir des désirs inconscients en nous, c'est le transfert. Alors, le transfert, c'est l'idée qu'on va... donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les fantômes, par exemple, ou avec Elisabeth qui dit « mais c'est ma mère qui avait eu l'idée que... » Voilà, c'est qu'on va attribuer à d'autres personnes nos propres désirs et qu'on va projeter sur les personnes certaines relations un peu... disons... je vais essayer de bien choisir mon terme, archétypale, hein. On va projeter certaines relations un peu fondatrices de de nous sur les autres. Par exemple, voilà, on va en s'adressant, je sais pas, à quelqu'un qu'on connaît pas depuis très longtemps, ou voilà, projeter un certain type de relation qu'on a avec ses parents, avec ses frères et sœurs, voilà. Moi, donc j'ai fait une psychanalyse et moi, je me souviens donc typiquement pendant donc l'analyse sert à favoriser le transfert pour qu'on en prenne conscience, et c'est pour ça que typiquement on est allongé sur un divan et qu'on on voit pas le médecin, on voit pas le psychanalyste qui est en train voilà, qui est en train de nous écouter, enfin en tout cas on peut l'espérer, et du coup ça permet au final d'oublier un peu à qui on parle, et du coup de projeter sur la personne à qui on parle d'autres personnes, et en particulier des personnes avec qui on a voilà, des choses à dire, des choses à régler, ou voilà. Et moi typiquement je vous voyais toujours mon psychanalyste, et il y a eu quelques séances comme ça où tout d'un coup je suis passé du vous au tu. Je disais non pas voilà, tu vois, voilà, il y a un tu vois qui m'échappait, et typiquement quand je disais ça, c'est que j'étais en train de m'adresser à mon père, voilà, parce que je sais pas, j'étais en train de régler un conflit ou une situation avec lui par l'intermédiaire du psychanalyste, et donc je projetais ma relation avec mon père sur mon psychanalyste à ce moment-là, à ce moment-là du travail, et ce tu, hein, qui a l'air d'être un signe un petit peu léger là, voilà, a révélé ce moment de transfert. Alors, celui que je voudrais, bon, il y a d'autres trucs, mais je ne vais pas non plus, c'est assez long comme ça déjà. Celui sur lequel je voudrais le plus insister, c'est les rêves. Parce que Freud dit le rêve, c'est la voie royale d'accès à l'inconscient. Alors le patient, en associant librement des idées, va réussir à découvrir des liens entre elles, des liens qui sont inconscients et qui ont produit le rêve, qui vont être la raison d'être du rêve et qui vont révéler du coup nos désirs enfouis. Alors, je vais parler un peu plus longtemps du rêve, parce que c'est vraiment intéressant. Alors, la première chose qu'on pourrait dire de la signification du rêve, c'est qu'elle paraît absurde. Hein, nos rêves sont incohérents, on ne sait pas quand ils commencent, on ne sait pas quand ils finissent, il y a des personnages de différentes temporalités qui apparaissent dedans, on fait des trucs dans lesquels on ne se reconnaît pas, voilà, ça a l'air le contenu du rêve a l'air absurde. Pourtant, l'idée d'absurdité du rêve a vite été rejetée, parce que c'est vrai que, d'abord, si le scénario est décousu ou incohérent, bon, d'abord, c'est pas toujours le cas. Il y a des fois où on sent, voilà, il y a quand même une signification assez explicite. Hein. Typiquement, vous avez hyper soif pendant que vous êtes en train de dormir et vous arrêtez pas de rêver que vous allez boire, et puis au bout d'un moment vous vous réveillez et en fait vous avez juste effectivement vraiment soif, et voilà, vous rêviez de ça, quoi. Hein. Et surtout, même dans les cas où c'est vraiment bizarre et décousu, les émotions qui accompagnent le rêve, elles sont hyper crédibles. Elles sont très puissantes en nous, et ça semble indiquer que le rêve a un sens véritable, quoique caché. Alors, l'histoire de la pensée humaine a essayé d'interpréter le sens du rêve. C'est un des grands mystères de notre existence. Qu'est-ce que ça veut dire, les rêves? Et là, on s'est dit d'abord que que le sens du rêve était caché, et qu'en fait on avait affaire à des symboles du sens véritable, et qu'il fallait déchiffrer ces symboles pour accéder à la vérité du rêve. Donc il y a l'idée que le rêve, c'est quelque chose à interpréter, c'est-à-dire faire l'intermédiaire, hein, pour que quelque chose de caché, d'obscur, soit compris. Hein, l'interprète donne une autre forme au message pour le rendre clair à celui qui l'écoute. Et du coup, l'interprétation symbolique consiste à dire qu'un élément du rêve signifie telle ou telle chose. Par exemple, je rêve d'un saumon, ça signifie que j'aurai de la chance. Et du coup, il y a des auteurs qui ont fait des dictionnaires du rêve, par exemple, en disant, voilà, vous rêvez de ça, c'est ça qui va vous arriver, ou c'est les dieux qui sont en train de vous parler, les rêves révèlent l'avenir, et par exemple, voilà, si vous rêvez que vous perdez une dent, c'est que si vous rêvez que, je sais pas moi, voilà, du saumon, c'est que vous avez de la chance, etc. Donc il y a une force mystérieuse du rêve, et c'est ça qui expliquerait la dissimulation du sens du rêve. Alors,
je vous lis vite fait un truc que j'ai trouvé, donc ça c'est à moitié des trucs de voyance, hein. Mais vous allez voir, donc un exemple, donc c'est rêver d'un saumon. Donc dans votre rêve apparaissait un saumon, il y a plusieurs définitions. Rêver de saumon signifie rêver de saumon indique une riche aubaine avec des gains inespérés. Rêver de saumon et en voir annonce des querelles. Pêcher un saumon en rêve est signe de chance. Rêver de saumon et en vendre est annonciateur d'animosité. Attraper un saumon annonce que vous ferez des achats. Rêver d'un saumon peut être signe de tromperie. Ce rêve annonce parfois un gros héritage. Rêver de saumon et en manger annonce une désunion familiale. Voir un saumon mort est annonciateur de malchance. Jeter un saumon en rêve annonce une rupture amoureuse. Et évidemment, on peut jouer les chiffres 8 et 36 au loto. Voilà, bon, évidemment, on voit bien que c'est un peu n'importe quoi. Hein, rêver du saumon, ça veut dire absolument tout et son contraire, hein, qu'il va nous arriver les meilleures choses et les pires en même temps. Mais on voit bien ici qu'on a une interprétation symboliste, hein, du rêve, c'est que voilà, le saumon et sa situation va permettre d'avoir une clé de déchiffrement du rêve. Donc évidemment, la question qu'on va se poser, c'est la valeur de la méthode d'interprétation. Est-ce qu'il y a moyen d'être sûr de cette méthode d'interprétation? Est-ce que là, on n'a pas simplement une déformation du message, voire une invention complète du message, puisque précisément, on n'a pas accès à l'original. Le sens original est caché et on n'a que les signes de ce qui est caché. Comment être sûr que notre interprétation des signes est la bonne et qu'on va retrouver l'original? Alors ça, c'est une question qui est assez importante, hein, dans l'histoire de la philosophie. C'est la question qu'on appelle de l'herméneutique. L'herméneutique, c'est l'art de bien interpréter. Pourquoi ça s'appelle herméneutique? C'est un mot un petit peu compliqué. En fait, ça vient du dieu Hermès. Vous savez que Hermès est le dieu messager. Et il a une caractéristique assez intéressante, c'est qu'il est à la fois le dieu du message, le dieu qui transmet, le dieu des marchands, mais c'est aussi le dieu de la tromperie, du vol, de la fourberie, de l'escroquerie, etc. Donc Hermès, il a toujours cette double nature de dévoiler, cacher, révéler, arnaquer, hein, et c'est pour ça que par exemple ça a donné le terme hermétique, hein. Hermétique, c'est quand on laisse rien passer. Un Tupperware par exemple, hein, il est hermétique parce qu'il laisse pas les milieux échanger correctement entre eux. Il a ça. Donc Hermès, il révèle en cachant, hein, et il cache en laissant deviner. Et du coup, l'herméneutique, finalement, c'est l'art de décrypter le message et de le décrypter correctement. Et donc, ce que Freud va faire, c'est qu'il va inventer finalement une nouvelle herméneutique du rêve. Il dit, voilà, l'herméneutique symboliste, la façon d'interpréter symboliquement les rêves, elle est complètement arbitraire, elle est complètement farfelue, et il n'y a aucun moyen de vérifier que le saumon, ça correspond à la chance ou à la malchance. Ouais, c'est vraiment, c'est de la prestidigitation, c'est de la voyance, c'est ce qu'on veut, mais en tout cas, il n'y a pas de fondement scientifique à cet art de recoller les morceaux, hein, de recoller le signe, le saumon, à sa signification, ce que ça veut vraiment dire. Alors, voici donc Freud critique l'ancienne méthode, hein, si je puis dire, ou la méthode symboliste, hein, en montrant qu'il n'y a pas d'argument scientifique. Freud est médecin, hein, quand même, hein. Il est neurologue même, pour être précis. Il n'y a pas d'argument scientifique pour justifier du lien entre le signe, donc explicite, hein, et la signification qui, elle, serait cachée. Alors, il n'y a pas de façon de justifier correctement le lien de l'un à l'autre. Alors, sa nouvelle méthode, ça va être quoi? Il va poser que le rêve, c'est une élaboration de l'inconscient. Les rêves ont bien un sens, hein, et ils expriment une pensée inconsciente, mieux un désir inconscient, et en fait, ils font un peu plus que ça, ils vont satisfaire fantasmatiquement, donc en rêve, ce désir-là. Alors ce qui est bizarre, parce qu'ils ont pourtant l'air de rien vouloir dire, et même souvent on a l'impression qu'ils font tout le contraire de satisfaire un désir. C'est le cas notamment du cauchemar. Alors pourquoi? Alors pendant la journée, la conscience qui travaille, hein, elle est en un sens protégée, hein, par l'inconscient qui va faire une forme de filtrage. Il va empêcher, l'inconscient, par le refoulement, va empêcher toutes les idées parasites, et en particulier les idées qui sont moralement douloureuses, de venir perturber la conscience qui, elle, a besoin de se concentrer sur l'action. Elle maintient toutes nos pulsions enfouies, et ça demande un gros effort à l'esprit.
Mais quand cette tension se relâche, quand j'arrive à la fin de la journée, quand ma conscience a plus besoin de faire ce travail et que du coup quand je m'endors, quand je me repose, là il y a plus ce travail de filtration n'a plus lieu d'être et du coup les pensées inconscientes vont naturellement remonter à la surface de l'esprit. En effet, le travail de la pulsion, c'est toujours de chercher à s'exprimer pour trouver satisfaction. Les pulsions sont toujours en train d'essayer de s'exprimer. Sauf qu'on ne le voit pas parce que d'habitude, l'inconscient nous protège de la prise de conscience de cette expression. Et comme on l'a vu, ces pulsions sont parfois exigeantes et parfois violentes et très en désaccord avec notre personnalité. Et si elles se manifestaient directement au rêveur, ça interromprait le sommeil. Et c'est ce qui se passe dans le cauchemar. On a une pulsion violente qui cherche à s'exprimer et au fond, on fait tout pour le dissimuler, mais pile au moment où on va prendre conscience de ce qui se passe, on préfère se réveiller plutôt que d'avoir conscience de ce désir violent. Donc au fond, le cauchemar, c'est un rêve qui n'a pas très bien réussi à dissimuler complètement le désir dont il était question. Donc, qu'est-ce que c'est que le rêve ? Au fond, l'inconscient trouve un mécanisme de protection du sommeil qui assure à la fois que la pulsion trouve un moyen d'expression et de satisfaction fantasmatique, et en même temps qu'elle reste inconnue du dormeur. Et ce mécanisme, c'est la déformation de l'idée exprimée dans une mise en scène. Donc, dans le rêve, on va déformer un désir inconscient pour que à la fois il soit occupé à se satisfaire dans notre esprit et qu'il soit diverti pour ainsi dire et qu'en même temps on s'en rende pas compte pour que ça nous dérange pas et qu'on soit pas réveillé par la demande que nous fait le désir. C'est au fond qu'une des manifestations du refoulement parmi les autres. Le lapsus fonctionne pareil. La conversion hystérique de Elisabeth, exactement. Vous voyez, dans la conversion hystérique, on a cette idée que le désir qu'Elisabeth a pour son beau-frère s'exprime, bel et bien, mais il s'exprime de façon à ce qu'elle s'en rende pas compte et qu'elle ne soit pas dérangée par ce désir dans sa conscience. Elle s'exprime à travers le corps, elle se cache. Mais le rêve, c'est pareil. Et c'est pour ça que Freud va dire que le rêve est le gardien du sommeil. Il protège le sommeil à la fois en offrant une diversion au désir et en même temps en cachant au dormeur ce dont il est question, pour qu'il ne soit pas effrayé par ses propres désirs. Et c'est comme ça que le rêve prolonge le sommeil. Je pense que... Alors j'ai deux petites remarques à ajouter. Ça, on en fait tous l'expression. Quand justement le rêve de soif, par exemple, ou le rêve d'uriner, vous voyez, quand on a très soif ou quand on a envie d'uriner pendant la nuit, au fond, le rêve va nous en faire rêver le plus longtemps possible pour conserver le sommeil du rêveur le plus longtemps possible. Mais bon, au bout d'un moment, quand on a trop soif ou trop envie d'uriner, on se réveille et on se rend compte qu'au fond, c'était de ça dont il était question. Donc vous voyez que dans le rêve, c'est le désir que nous impose notre corps ou notre pensée qui va s'exprimer et qui va essayer d'être trompé, d'être abusé par une satisfaction fantasmatique. Ce ne serait pas la première fois que nos désirs se contentent d'un rêve. C'est même peut-être par ça qu'ils commencent. D'ailleurs, c'est ce que dit Freud. Deuxième remarque, nos rêves prémonitoires. Petite parenthèse sur les rêves prémonitoires. En fait, Freud dit tout simplement que, au fond, on a cette sensation de rêve prémonitoire et de déjà-vu dans ces cas-là, parce que, comme c'est des désirs qui sont exprimés dans le rêve, parfois on les réalise effectivement le lendemain, le surlendemain, et du coup, au fond, on fait que revivre cette impression et ce désir. Alors même si on n'a pas exactement les mêmes images, ce qui vient se dupliquer ici, c'est la satisfaction fantasmatique qui va être redoublée par la satisfaction réelle le lendemain, au moment où on satisfera effectivement le désir. Et donc cette impression ici de déjà-vu dans la satisfaction va se produire, ou cette sensation de prémonition qu'avait le rêve va être tout simplement l'effet que de temps en temps nos désirs, on les réalise. Voilà. Alors comment est-ce qu'il prouve ça et comment est-ce que Freud va montrer que c'est pas un truc complètement délirant, son herméneutique, et que son art d'interpréter les rêves est moins farfelu que l'art d'interpréter les rêves de par exemple Apollodore ou des gens qui ont fait des dictionnaires des rêves symbolistes. Il met en fait en évidence les lois d'élaboration du rêve. Une des grandes découvertes de Freud, c'est que ce travail de transformation n'est pas arbitraire. Et même qu'il est régi par des lois objectives qui peuvent se retrouver chez tout un tas de patients et qui permettent d'expliquer comment chaque pensée se forme.
Le rêve fonctionne de façon non symbolique, mais plutôt comme un rébut, par allusion. Hein. Alors, pour l'expliquer, Freud oppose le contenu manifeste, donc c'est ce dont on a conscience de rêver, hein, et qui semble absurde, et le contenu latent. Hein. Latent, lateo, ça veut dire caché hein, en latin. Le contenu latent du rêve, c'est ce que le rêve dit vraiment, c'est son sens réel, et c'est ce qui est défiguré justement par l'inconscient pour qu'on ne le reconnaisse pas, à partir de deux processus principaux. Le premier processus, c'est le déplacement. L'inconscient opère un travail de déplacement qui rend l'idée refoulée méconnaissable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'affect, hein, le malaise ou l'urgence ou la demande qui est provoquée par la pulsion est ressenti à l'occasion d'une idée qui en apparence n'a rien à voir avec l'idée refoulée. Hein, elle se déplace sur un autre objet. On a l'impression qu'il s'agit d'autre chose. Il y a un effet de diversion. Hein, la pulsion, elle trouve un substitut qui lui permet de s'exprimer sans être reconnue, et qui a pour effet de produire un malaise, et un malaise d'autant plus fort qu'il est incompréhensible. Alors l'effet de ça, un effet assez intéressant, c'est que ce dont on se souvient très bien dans le rêve est en général très peu significatif. C'est vraiment un effet de diversion, vous voyez. Alors que le petit détail dont on se souvient pas très bien, etc., en fait c'est ça qui contient l'élément très important du rêve, et l'allusion qui fait qu'on va comprendre. Si on s'en souvient mal, c'est que c'est refoulé en fait, et c'est du coup très chargé en émotions. Voilà, le fait de mal se rappeler, de pas bien se rappeler, au fond c'est vers ça qu'on va porter notre attention. Alors moi j'ai analysé pendant ma psychanalyse beaucoup de mes propres rêves, et typiquement voilà, je racontais mon truc, ah ouais je me souviens il se passait ci, il se passait ça, etc. Mais alors là il se passe un truc, là il y avait quelqu'un mais je me rappelle plus très bien. Typiquement le psychanalyste vient, écoutez c'était qui? Il va falloir s'en rappeler, parce que là il y a un nœud important, alors que nous ça nous paraît être le détail du rêve, ce qui est le sans importance. Donc vous voyez, il y a une espèce de un des procédés de défiguration du rêve, c'est de déplacer la charge émotionnelle sur un objet finalement qui ne lui correspond pas pour produire une diversion. Deuxième règle du rêve, que donc Freud a retrouvé chez un tas de patients, c'est la règle de condensation. C'est que dans un rêve, il peut y avoir condensation, c'est voilà, on va rendre très dense, hein, on va mettre ensemble plein de significations. Une représentation, un même rêve ou même une même figure peut recevoir plusieurs couches de sens, plusieurs temporalités d'ailleurs. Hein. Dans un rêve, on a une histoire, mais en fait, il y a souvent plusieurs histoires qui sont mélangées. Et c'est ce mélange qui va produire la confusion. Et c'est plusieurs désirs qui n'ont rien à voir et qui relèvent pas forcément du tout des mêmes époques, qui vont venir se condenser dans un scénario. Hein. Et donc dans un rêve, on a un mélange de plusieurs histoires et les émotions ne sont pas placées au bon endroit. Et c'est ça qui donne cet effet de confusion. Et alors l'analyse, et donc on comprend mieux maintenant le terme psychanalyse, l'analyse va défaire ce travail de synthèse de l'inconscient. Vous voyez, l'inconscient va synthétiser plein d'histoires, plein d'émotions, etc., les mélanger, etc. Et l'analyse va déplier tout ça, délier tout ça, pour réidentifier les différents éléments et leur rendre leur cohérence. Il s'agit de rattacher le symptôme à l'idée refoulée qui lui correspond. Alors je vais vous lire un exemple de rêve tel que Freud l'analyse, et vous allez voir comment, vous voyez, ça ne fonctionne pas du tout par symbole, mais ça fonctionne, et il me semble très intéressant, par vraiment, par analyse justement, c'est-à-dire on va replacer les bons trucs aux bons endroits. Alors vous dites toujours, déclare une spirituelle malade, que le rêve est un désir réalisé. Je vais vous raconter un rêve qui est tout le contraire d'un désir réalisé. Comment accorderez-vous cela à votre théorie? Voici le rêve. Je veux donner un dîner, mais je n'ai pour toute provision qu'un peu de saumon fumé. Je voudrais aller faire des achats, mais je me rappelle que c'est dimanche après-midi et que toutes les boutiques sont fermées. Je veux téléphoner à quelques fournisseurs, mais le téléphone est détraqué. Je dois donc renoncer à mon désir de donner un dîner. Ce qui vient d'abord à l'esprit de la malade ne peut servir à interpréter le rêve. J'insiste. Au bout d'un moment, comme il convient, lorsqu'on a surmonté une résistance, elle me dit qu'elle a rendu visitière à une de ses amies. Elle en est fort jalouse, parce que son mari en dit toujours beaucoup de bien. Et fort heureusement, l'amie est maigre, et son mari aime les formes pleines. De quoi parlait donc cette personne maigre? Naturellement de son désir d'engraisser. Elle lui a aussi demandé « Quand nous inviterez-vous à nouveau? On mange toujours si bien chez vous. » Le sens du rêve est maintenant clair. Je peux dire à ma malade « Regarde, c'est comme si vous lui aviez répondu mentalement « C'est sa cause toujours. Tu crois pas que je vais t'inviter pour que tu manges bien, que tu engraisses et que tu plaises plus encore à mon mari. J'aimerais mieux ne plus donner de dîner de ma vie. » Le rêve accomplit ainsi le vœu de ne point contribuer à rendre plus belle votre amie. Il ne manque plus qu'une concordance qui confirmerait la solution.
On ne sait pas encore à quoi correspond le saumon fumé dans le rêve. D'où vient que vous évoquez le saumon fumé? Eh bien, c'est le plat de prédilection de mon ami. Donc ici, on voit bien que le saumon fumé, qui avait l'air d'être le petit détail absolument sans importance, donne en réalité la clé du rêve. La clé du rêve, l'allusion qui fait que on peut comprendre de qui il s'agit et de quoi il s'agit. Alors que ça a l'air d'être un petit détail. Et deuxièmement, on voit tout le travail de masquage, donc l'allusion au saumon. Alors juste un dernier truc sur cette histoire de saumon. Vous voyez bien que le saumon n'a jamais de signification générale. Il a une signification que contextuelle et que par rapport à votre histoire, à vous. Ça veut dire que c'est pas possible de dire « Ah mais monsieur, si j'ai rêvé de ça, ça veut dire ça ». En fait, personne ne peut savoir. Il n'y a que vous qui soyez en mesure de faire les liens entre les petits détails, ces petits éléments allusifs et votre histoire particulière. Un dictionnaire général est littéralement impossible parce que justement l'inconscient travaille avec son propre matériau, ses propres scénarios, ses propres allusions et fait ses déplacements avec avec ce qu'il a. Donc il y a l'allusion du saumon, même si de temps en temps il y a des symboles qui reviennent un peu, mais vous voyez, le symbolisme général ne marche pas. Et deuxième truc que je voulais dire, c'est la résistance. Alors là, on voit comment la résistance est au travail, c'est assez génial. Elle n'arrête pas de dire « je veux donner un dîner », mais... alors elle commence en disant « ah, vous déclarez que le rêve est toujours un désir ». Ah bah moi c'est pile le contraire. Donc vous voyez, on a paf, pile grosse dénégation dès le début de la narration du rêve. Sous-entendu, elle accepte pas du tout son désir violent. Deuxième truc, je veux donner un dîner, mais oh mince, j'ai que un peu de saumon fumé, alors du coup ça marche pas. Je veux aller faire des courses, mais oh mince, c'est dimanche après-midi, du coup je peux pas inviter mon ami. Je veux téléphoner, mais oh zut, mon téléphone est détraqué. Ah bah je suis vraiment désolé, mais je vais devoir renoncer à t'inviter, ma pote. Donc vous voyez, en fait, tout son rêve raconte l'histoire de cette déculpabilisation finalement, de la façon dont elle se masque elle-même son désir agressif. C'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute d'autre chose qui l'empêche voilà. Et donc elle va projeter sur autre chose son désir agressif vis-à-vis de sa pote. Et donc ça c'est une des manières voilà, de déplacer la charge émotionnelle. Elle, en fait, elle rêve qu'elle veut être violente avec sa pote, et au fond, sa colère là, elle va être vécue comme elle est en colère parce que le téléphone marche pas. Elle est en colère parce que le fournisseur est fermé. Elle est en colère parce que voilà, elle a plus beaucoup de provisions dans son frigo. Et vous voyez, la colère qu'elle ressent, elle va la déplacer sur un certain nombre d'objets plutôt que de la déplacer plutôt que de faire le bon lien, c'est-à-dire sa concurrente, quoi. Alors, maintenant qu'on a compris comment on accédait au contenu refoulé de la conscience, on va un petit peu voir maintenant qu'est-ce qu'on fait de la pulsion une fois qu'on la connaît. Alors, le but de la psychanalyse, c'est un but thérapeutique. Il s'agit de prendre conscience il s'agit pas seulement de prendre conscience de ça. Alors, le gros problème, c'est qu'avant Freud, on considère que pour être heureux, en gros, il faut lutter contre ses désirs, il faut se modérer. Sauf que, dans ce cas-là, la volonté qui pourrait lutter contre le désir se trouve dépourvue. Elle n'a pas d'objet à affronter, ou alors elle se trompe d'objet. Elle ne sait pas contre quoi qu'est-ce qu'elle doit modérer, contre quoi elle doit se battre, contre quoi elle doit résister. Au fond, elle sait juste que ça va pas bien, et elle fait ce qu'elle peut, et elle rame dans la mauvaise direction. Deuxièmement, on peut même dire que c'est le fait de trop lutter qui produit le refoulement. C'est la lutte contre le désir, la volonté de nier le désir qui fait qu'on le dissimule de mieux en mieux. L'idéal de modération, au fond, c'est encore une forme de résistance. C'est même un mythe narcissique, c'est une façon de se cacher à soi-même ce dont il est vraiment question, tout en se prenant pour quelqu'un d'extrêmement puissant, d'extrêmement maître de lui-même, etc. Et c'est une négation du désir, c'est pas sa maîtrise. Et on voit bien que pour Freud, la modération du désir, au fond, ça peut jamais être la clé, parce que au fond, c'est une façon de ne pas vraiment l'affronter comme il faut. Alors la solution de la psychanalyse, c'est que c'est une thérapie cathartique. Catharsis en grec, ça veut dire la purge. L'idée, c'est qu'on va se purger justement des désirs qui nous nuisent. Alors comment on va faire? En gros, il y a 4 grandes formes de purge. D'abord, la plus simple, c'est de parvenir à rendre conscient de cette pulsion, afin de restaurer ces voies normales d'expression à la pulsion. Alors typiquement, c'est que quand on trouve enfin ce qu'on a, quand on réussit à formuler le désir qu'on avait et qui nous rongeait, enfin il laisse échapper son énergie,
enfin on pleure, enfin on comprend ce qu'il est, et enfin, ce qu'il en est, et souvent ça suffit. Alors c'est typiquement le cas de deuil. Oui, les gens qui voilà, qui arrivent pas à vivre leur deuil et qui voilà, ils se mettent aussitôt dans le travail ou dans une activité ou que sais-je, une fois qu'ils ont perdu un proche par exemple, et qui arrivent pas à affronter le truc correctement. Et ben Freud a remarqué que enfin, chez certaines de ces personnes, hein, il n'y a jamais de généralité trop grande chez Freud, mais chez certaines de ces personnes, ben, il y avait justement des conversions névrotiques qui se produisaient, et qu'en fait, une fois qu'elle finalement elle réaffrontait le deuil, où elle se rappelait qu'au fond c'était de ça dont il était question, aussi de problèmes qui n'avaient pas été résolus avec la personne qui était décédée, ben, une fois que ces problèmes-là sont formulés et sont résolus en psychanalyse, et ben en fait ça va mieux, hein, et la névrose disparaît d'elle-même. Alors, deuxième façon, certains de ces désirs, bah en fait tout simplement on peut les accomplir, qui posent problème. Et typiquement vous avez, je sais pas, le désir de faire tel ou tel métier, et vos parents ils ont de hautes ambitions pour vous, ils veulent que vous soyez, je sais pas moi, président de la République, j'en sais rien, ils vous forcent à faire des études que vous aimez pas, etc. Mais pourtant vous arrivez à vous convaincre que c'est ça qui est bon pour vous, et vous avez réussi à intérioriser le désir de vos parents. Voilà. Et ben, au fond, en psychanalyse, vous allez vous en délivrer et vous allez finalement prendre conscience de votre désir propre. Et ben là, libre à vous, voilà, vous aurez le champ libre pour les réaliser. Et au fond, ça vous permettra de vous épanouir, hein. Et vous voyez, là, ici, Freud ne dit pas qu'il s'agit de nier nécessairement ce désir. Alors, parfois, il y a des désirs qu'on a et qui, par contre, sont refoulés, et pour une bonne raison. C'est qu'ils sont effectivement immoraux, qu'ils sont effectivement socialement condamnables, et que, voilà, on ne pourra pas les réaliser, ou il ne suffira pas simplement d'en parler pour que ça disparaisse. Enfin, même si ça va nécessairement aider. C'est le cas d'Elisabeth, par exemple. Elle ne va pas épouser son beau-frère après la mort de sa sœur, c'est évident, mais même elle ne le voudrait pas, évidemment. Alors là, Freud rappelle que le refoulement, c'est un mécanisme de défense de l'esprit, mais un mécanisme infantile de défense de l'esprit. Hein, c'est comme un enfant qui ferme les yeux devant un problème pour se cacher. Sauf qu'en grandissant, on arrive à trouver en nous de nouvelles forces contre les déceptions du réel. Et c'est d'ailleurs ce que va faire Elisabeth. Une fois qu'elle va prendre conscience de son amour pour son beau-frère, en fait, elle va pouvoir se libérer de cet amour et non pas le réaliser. Elle va dire, mais au fond, mais c'est de ça que je suis atteinte depuis le début, pour ainsi dire. Mais au fond, c'est une relation que j'ai complètement idéalisée, que j'ai complètement fantasmée. C'est moi qui ai tout projeté. Et en fait, je peux très bien aimer quelqu'un d'autre. Voilà. Notez d'ailleurs au passage, j'en ai pas parlé, mais de la bonté de Freud, hein, dans ce texte-là, hein, parce qu'elle lui rassure bien, elle dit qu'elle n'est pas responsable de ses désirs, on choisit pas ce qu'on désire, hein, ça désire en moi. Et de toute façon, sa maladie est le signe de sa haute moralité, ça c'est beau, c'est qu'elle s'en voulait tellement d'être amoureuse de son beau-frère, que non seulement, évidemment, elle n'a pas satisfait son désir, mais elle n'a même pas osé y penser. C'est-à-dire que voilà, elle s'est punie pour le seul fait de désirer et non pas pour le fait d'avoir cédé à son désir. Alors qu'en principe, on est coupable d'avoir cédé à un désir mauvais et non pas de l'avoir éprouvé. Alors enfin, dernier point, dernière technique ou dernière solution plus exactement que découvre Freud, c'est la sublimation. Alors sublime, hein, sublimer, sublimation, tout ça, hein, ça c'est un adjectif esthétique, hein, c'est rendre beau. Hein, là, voilà, dans les émissions culinaires, ils disent on va sublimer ce brocoli. C'est toujours très, très rigolo d'ailleurs. Mais en fait, sublime, ça a aussi un autre sens, c'est rendre méconnaissable. Hein, c'est un terme de chimie qui signifie le passage d'un corps, hein, de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. Et voyons, on reconnaît plus le lien qu'il y a entre ces deux états de la matière, alors que c'est de la même matière qu'il s'agit, parce qu'on a perdu la transition, on a perdu le passage. Et c'est comme ça que Freud explique le génie des artistes. Ils ont réussi à déplacer l'énergie de leur désir vers quelque chose qui était méconnaissable. C'était un désir qui était sexuel et qui tout d'un coup devient artistique. Hein. Donc on voit plus tellement le lien qu'il y a entre les deux, le lien disparaît, et c'est ça le travail de la sublimation. Et c'est des objets qui sont nettement mieux valorisés socialement. Et ça, c'est un truc qui marche très bien aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de thérapies psychiques qui sont à base d'art-thérapie. Hein. On va essayer de donner d'autres voies d'expression au désir que la voie traditionnelle. Alors là, Freud découvre quelque chose de très intéressant, c'est que la pulsion, à la base, elle n'a pas d'objet. Elle est plastique.
La pulsion, c'est juste la vie en nous, la vie du corps. Et le corps, il demande. Mais en fait, il sait pas ce qu'il demande. Il demande tout court. Un bébé, quand ça pleure, ça ne demande pas quelque chose. Ça demande apaisement. Mais il sait pas avec quoi il va s'apaiser encore. Ça, il va être obligé d'explorer la vie pour l'apprendre. Et au fond, le corps demande sans savoir ce qu'il veut. Il demande tout tant que ça le satisfait. Freud utilise dans un autre texte une image assez intéressante et éclairante. Il dit le moi c'est un peu comme un cavalier sur un cheval. Le cheval ce serait les pulsions. Mais les pulsions elles fournissent l'énergie et le cavalier, l'énergie psychique, le cavalier il fait que les diriger un peu comme il peut et parfois il y arrive pas très bien et la pulsion amène le cavalier et c'est le cheval qui amène le cavalier là où le cheval a envie et pas là où le cavalier le veut. Et donc au fond voilà, la pulsion c'est ça, c'est l'énergie psychique, c'est l'énergie qui fait que on a envie de faire des trucs, on a envie de se bouger, on a envie on est poussé vers soi-même, on s'éteint pas sur soi-même, on n'est pas une pierre quoi. Et ces tensions, au fond, elles peuvent se décharger à l'aide d'objets. Mais elles n'ont pas un objet prédéterminé. N'importe quoi peut faire l'affaire. Sauf qu'en fait, l'esprit, en vivant, il va se rappeler que certains objets ont mieux fonctionné que d'autres. Et c'est comme ça qu'il va commencer à développer ses goûts. Il aura tendance à essayer de retrouver l'objet qui l'a apaisé primordialement. Et c'est comme ça que naissent les désirs. Le désir, qu'est-ce que c'est ? C'est une pulsion qui s'est fixée sur un objet dont on a conscience. Le désir, c'est quand tout d'un coup on a un objet dont on espère qu'il va produire satisfaction parce qu'en fait on a le souvenir que ça a déjà été le cas. C'est au fond le désir, c'est une pulsion qui a pris forme dans un objet et qui veut quelque chose de particulier. Et c'est comme ça qu'on va développer nos goûts et nos désirs vont se fixer sur certains objets particuliers qu'on va préférer à d'autres. Et finalement l'existence humaine, c'est un peu l'aventure de cette exploration, c'est un peu la découverte de ses propres désirs. Voilà, et aussi la fabrication de ses propres désirs. Alors la conséquence de ça, c'est que le désir conserve toujours une certaine forme de plasticité et il peut aller se réinvestir ailleurs. C'est que d'habitude, certains désirs sont liés à certains objets, mais ils peuvent aussi en changer parce qu'au fond, il n'y a pas un lien essentiel entre l'objet du désir et l'énergie du désir. Cette énergie-là, elle peut se déplacer. Et c'est exactement ce qui se passe dans le rêve, où la charge émotionnelle se dirige vers autre chose. C'est exactement ce qui se passe dans la sublimation. C'est exactement ce qui se passe peut-être quand on réussit à ne plus tomber amoureux des mêmes personnes toxiques pour nous et qu'on a appris à désirer autrement, pour ceux qui ont pu déjà vivre ça. Voilà, il y a une forme de plasticité du désir qui est essentielle et qui est vraiment très intéressante. Ça veut dire que il y a le lien entre le désir et l'objet du désir n'est pas absolu. Et ça veut dire que c'est pas... ça implique que c'est pas parce que l'objet est désirable qu'on le désire. Je vais le rajouter. Mais c'est à l'inverse. C'est parce qu'on le désire qu'on trouve l'objet désirable. C'est pas parce que ma femme est belle que je l'aime, c'est parce que je l'aime que je la trouve belle. Vous voyez, c'est le sujet qui investit certains objets de la puissance de son désir. Les objets, en eux-mêmes, ils valent rien. Et ce qu'on trouve bon, ce qu'on trouve mauvais, c'est pas qu'ils ont vraiment des propriétés authentiquement bonnes ou authentiquement mauvaises, même si parfois ça peut être en adéquation avec les besoins naturels de notre corps, par exemple, ou de notre esprit. Mais au fond, on trouve les choses bonnes ou mauvaises parce qu'on les a investies de ce pouvoir. Alors Freud conclut en disant qu'au fond, être heureux, c'est apprendre à travailler, c'est-à-dire à retarder la satisfaction du désir et apprendre à supporter ce délai. Voilà, apprendre à travailler et apprendre à aimer. Moi je trouve que c'est une très belle conclusion et je suis assez d'accord avec cette leçon de vie. Pourquoi apprendre à aimer ? Parce que apprendre à aimer, c'est apprendre à aimer désirer. C'est pas apprendre à consommer, c'est pas apprendre à jouir ou à s'abandonner dans la jouissance. Il s'agit pas d'éteindre le désir, surtout pas. Il s'agit de développer de se développer par l'énergie que nous fournit le désir. Et il s'agit par exemple d'apprendre à développer ses propres goûts, d'apprendre à savourer. Et on voit que le dépressif, par exemple, c'est pas celui qui est frustré,
c'est celui qui bénéficie plus de l'enthousiasme du désir. À la limite, on peut être un dépressif satisfait, c'est avoir tout ce qu'on veut et pourtant ça ne nous va pas. Hein. L'important, voilà, c'est plutôt d'être porté par l'énergie du désir, même si on n'a réussi pas à avoir ce qu'on veut. Et vous voyez que l'enthousiaste, on lui propose le meilleur, enfin, le plan le plus pourri du monde, il est toujours chaud. Et le dépressif, à l'inverse, on lui propose le meilleur plan, voilà, je sais pas, un truc super avec les potes, une grosse fête, ce que sais-je, je sais pas, j'ai pas envie. Voilà. En fait, il est fragile dans son désir. Du coup, il y a une saveur du désir qu'il s'agit de s'approprier, d'adopter. Et c'est, je pense, que ce que Freud nous dit, hein, surtout ne pas éteindre le désir, ni par le refus, mais ni non plus par la satisfaction. Et il faut apprendre du coup à entretenir ça. Et vous voyez le lien entre le travail et l'amour ici est très intéressant. C'est que on a besoin d'apprendre à travailler parce que le travail, c'est ce qui va nous apprendre à finalement à endurer l'insatisfaction ou la frustration qu'on a tant qu'on n'a pas ce qu'on veut. Parce que oui, c'est dur, c'est pas agréable de devoir attendre, de devoir patienter. Et évidemment, c'est dur de pas avoir la jouissance, ou en tout cas de repousser la jouissance, voire d'y renoncer. Et du coup, on va avoir besoin d'apprendre cette médiation-là. Mais en même temps, ça va nous permettre aussi d'apprendre à mieux savourer, d'apprendre à mieux se laisser porter par l'énergie du désir et du coup d'apprendre à aimer ce qu'on a. C'est-à-dire d'apprendre à pas le consommer, pas le consommer tout de suite et d'apprendre à aimer aussi tout le processus d'acquisition par lequel je vais passer pour avoir ce que j'ai. Et puis évidemment, en apprenant à travailler, en apprenant à aimer, je vais me transformer. Parce qu'en travaillant, je vais devenir plus puissant, je vais devenir plus habile, je vais aussi changer, en apprenant à aimer, je vais aussi apprendre à développer mes goûts. Et si au début, par exemple, je désire l'autre parce que, je sais pas, il est beau ou elle est belle, et bien au bout d'un moment de ma relation, mon désir va se transformer dans l'amour et je vais aussi l'aimer pour d'autres raisons que la simple apparence physique du début, qui n'est pas nulle, hein, mais qui peut aussi être dépassée dans autre chose. Et ça suppose de laisser au désir le temps de se déployer, de se transformer, de grandir et de se savourer. Moi je pense que c'est une idée qui est... Enfin, qui est grandiose quand même, hein, qui est vraiment remarquable. Alors du coup, on a une idée qui est incroyable ici, qui est l'exact contraire de la déception. Parce que Freud dit au fond, au cœur de l'insatisfaction, au cœur de la patience, au cœur de l'attente, se loge une vraie satisfaction, et se loge une vraie liberté aussi. Et se loge une vraie possibilité de s'approprier soi-même et de devenir celui qu'on veut être et de ne pas être l'esclave de ses désirs justement parce qu'on va apprendre à les diriger. Alors que la déception, c'est exactement l'inverse. Au cœur de la satisfaction se loge l'insatisfaction. Vous voyez, quand je consomme tout de suite, je vais être déçu. La déception, c'est le sort du jouisseur. Hein, celui qui croit qu'il va éteindre sa tension, qui va éteindre sa tension dans la satisfaction, mais en fait, en éteignant sa tension, il éteint l'essentiel, il éteint le désir. Il éteint ce qu'il porte à devenir autre chose et à devenir plus heureux. Alors que l'épanouissement, c'est le contraire. C'est celui qui prend le temps de désirer pour devenir complètement celui qu'il est. Et qui ne cherche pas à éteindre son désir dans la jouissance. Alors, si vous avez envie de prolonger un tout petit peu, juste quelques preuves que donne Freud de la scientificité de sa discipline. Alors d'abord, le premier argument qu'il va donner, c'est de dire... au fond, c'est pas du charlatanisme parce que il est beaucoup plus coûteux de dire que j'ai des idées qui viennent d'on ne sait où, mes rêves ne veulent rien dire, alors que dans la nature, tous les effets, toutes les choses ont une cause. Et là, quand on est en train de dire mes rêves sont absurdes, ils veulent rien dire, en fait, on est en train de dire ils n'ont pas de cause. Il n'y a rien qui les produit. Ils sortent de nulle part, ils sont spontanés. Et dans la nature, ça se passe jamais comme ça. Tout est déterminé. Et si je pense à quelque chose, même si je ne vois pas pourquoi, il y a quand même une raison. En tout cas, il est plus rationnel de postuler qu'il y a une raison, mais que simplement je n'en ai pas conscience. Il est beaucoup plus rationnel de dire que il y a des idées dont je n'ai pas conscience et qui produisent certaines autres idées en moi dont j'ai conscience, que de dire j'ai des idées en moi dont j'ai conscience et elles viennent de nulle part. Au fond, quand on dit ça, on est en train de croire au miracle. On est en train de croire que les choses viennent de nulle part, se produisent toutes seules n'importe comment, alors que tout partout ailleurs se produit pour une cause. Donc ça, c'est le premier argument, c'est l'argument du déterminisme psychique. Toutes nos pensées sont causées par une pensée antérieure, sont déterminées par une pensée antérieure. Même si on n'en a pas toujours conscience, toutes nos pensées sont déterminées par une pensée antérieure, même si on n'en a pas toujours conscience. Tac.
Euh, Bon, ça Deuxième chose, deuxième gros argument que donne Freud, c'est que c'est efficace. Il a soigné des gens. Il a sauvé des gens. Il y a une efficacité thérapeutique indéniable de la psychanalyse. Et on peut même dire, à la limite, même si scientifiquement le modèle est contestable, à la limite, tant que ça marche, on s'en fout, quoi. Il y a quand même quelque chose ici d'assez incontestable dans l'efficacité pratique de la méthode. Qui quand même, l'efficacité qui peut pas être non plus complètement due au hasard, hein, qui montre bien qu'il y a au moins un fond de vérité là-dedans. Troisièmement, l'expérience de l'anchois. Scientifiquement, en fait, Freud propose dans ses bouquins une expérience pour prouver sa théorie des rêves qui est assez rigolote. Il dit, ce soir, mangez des anchois, plein d'anchois, et vous verrez que vous allez rêver que vous allez avoir soif pendant la nuit. Et en fait, vous ne ferez que rêver un désir. Ça ne fera qu'attester le fait que, effectivement, nos rêves sont la symbolisation, enfin, sont l'expression fantasmée de certains désirs, la réalisation fantasmatique de certains désirs. Et enfin, dernier argument, il dit aussi, mais il y a tout un tas de raisons pourquoi on a envie de pas y croire à la psychanalyse. Au fond, le premier truc, c'est que on n'a pas envie d'y croire parce que ça fait mal. Ça veut dire qu'au fond, il y a toute une partie de moi que j'ignore, et c'est pas la plus belle partie. Au fond, ça veut dire que toutes les belles créations culturelles de l'homme, la pensée, les plus belles œuvres d'art, la philosophie, tout ce qu'on veut, bah, elles ont peut-être pour origine voilà, des désirs bassement animaux, bassement sexuels, bassement vitaux, et en un sens... il y a quelque chose d'un peu ignoble là-dedans. Et puis, il y a tout un ensemble de préjugés moraux qui font qu'on n'a pas envie de se croire aussi violent, aussi monstrueux, aussi sexualisé peut-être. Ça explique la résistance que les gens ont vis-à-vis de cette science. Et Freud dit, mais moi, je ne suis pas seulement capable d'expliquer ma théorie, je suis aussi capable, par ma théorie, d'expliquer pourquoi on la refuse. Et du coup, c'est un peu une double victoire de la psychanalyse que d'expliquer à la fois ses victoires et ses pseudo-défaites. Alors, juste très rapidement, quelques grandes critiques qu'on a pu adresser à la psychanalyse. Bon, bah, d'abord, une critique morale, c'est que, bah, au fond, c'est peut-être un peu de la mauvaise foi. C'est-à-dire, c'est un peu une bonne excuse pour pas avoir à assumer nos désirs mauvais. Hein. Nos désirs mauvais, et aussi pour ne pas se donner les moyens de les combattre. Tac. Je rajoute de les combattre. Hein. Au fond, si ça désire en moi malgré moi, bah, je suis pas responsable de mes désirs, et au fond, c'est pas de ma faute, et de toute façon, je savais pas, j'étais pas au courant, monsieur. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Or, alors c'est un argument. Il y a plusieurs philosophes qui ont attaqué Freud là-dessus. Il y en a un plus célèbre que les autres, c'est Sartre, et il dit la preuve de ça, que c'est de la mauvaise foi et pas une vraie inconscience, c'est que la censure, elle est sélective. C'est pas n'importe quelle idée qui est refoulée, c'est comme par hasard que les idées qui dérangent. Ce qui montre bien qu'il y a au fond un choix du sujet, mais un choix qui simplement il assume pas et il se cache derrière le refoulement pour ne pas avoir l'assumé. Alors je pense que cet argument il est pas hyper fort parce que au fond, Freud s'en sortirait très bien en disant non mais bien sûr qu'il y a une sélection, mais la sélection elle se fait par rapport au plaisir et au déplaisir psychique. C'est parce que l'idée est insupportable précisément qu'elle est censurée. Et il dit un truc assez simple, hein, Freud, hein, le refoulement c'est un peu les anticorps de l'esprit. Hein, de la même façon, vous voyez dans le corps il y a des processus inconscients mais qui sont parfaitement sélectifs. Les anticorps sélectionnent les cellules qu'ils laissent en vie et celles qu'ils laissent pas en vie. Ils sont programmés pour ça. D'ailleurs, ils savent faire que ça. Et de la même façon, l'esprit s'autoprotège à partir des deux seuls indices qu'il a, c'est-à-dire le plaisir et la peine. Il va pas se protéger du plaisir, évidemment, puisque c'est ça qui le dirige c'est ça qu'il dirige dans son activité quotidienne. Alors, deuxième argument qui est un peu plus fort. Je vais le garder pour la fin parce que c'était le plus fort. Tac. C'est deuxième argument, c'est un argument thérapeutique. Il y a un philosophe qui s'appelle Wittgenstein qui dit qu'au fond, c'est un peu de la suggestion et de la manipulation ce qui se passe dans l'analyse, parce que le patient il est vulnérable quand il arrive là. Et au fond, il est prêt à attendre à peu près n'importe quoi, surtout venant de quelqu'un qui est médecin, qui est reconnu socialement, etc. Donc qui a un pouvoir, qui a une autorité, et au fond,
tant que ça donne un sens à ce qu'il a, tant que ça lui donne l'espoir d'être soulagé, eh ben, au fond, il est prêt à accepter n'importe quoi. Donc, au fond, ce que va dire Wittgenstein, c'est plutôt que le patient n'a aucune bonne raison de refuser l'explication psychanalytique. Donc, contrairement à ce que dit Freud, c'est qu'on a plein de raisons de ne pas vouloir y croire, Wittgenstein veut dire on a toutes les raisons de vouloir y croire. C'est extrêmement satisfaisant et du coup, au fond, on devrait un peu se méfier de ce qu'on croit parce qu'on a envie d'y croire plus que parce qu'on a des preuves pour le faire. Enfin, il y a une raison épistémologique à ça, c'est-à-dire scientifique, sur la nature de la théorie psychanalytique comme science. Est-ce que c'est vraiment une théorie scientifique ou non? C'est que c'est une théorie qui est dite infalsifiable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce gros mot? Ça veut dire que, au fond, on n'a pas de moyen de prouver qu'elle est vraie ou fausse. Il n'y a aucune expérience qui va pouvoir dire du coup, c'est sûr qu'elle est vérifiée ou du coup, c'est sûr qu'elle est fausse. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Le psychanalyste va vous dire bon bah voilà, vous souffrez de ça monsieur, et vous allez dire ah purée, mais ouais, c'est exactement ça, vous venez de confirmer sa théorie, il a raison. Et vous dites mais pas du tout, vous dites à l'inverse mais pas du tout monsieur, j'ai pas du tout ça, c'est exactement le contraire qui m'arrive, et vous hallucinez complètement. Qu'est-ce que va dire le psychanalyste? Non mais précisément, vous êtes en train de résister, c'est un symptôme de résistance là que vous êtes en train de produire, et du coup, le fait que vous disiez non, c'est une double preuve que j'ai raison. Non seulement j'avais trouvé ce que vous aviez, mais en plus, la résistance est bien la preuve que c'est bien l'idée que vous avez et à laquelle vous ne voulez, et dont vous ne voulez pas prendre conscience. De laquelle vous ne voulez pas prendre conscience. Voilà. Du coup, au fond, c'est quelque chose... on ne peut pas discuter réellement, et on ne peut pas donner une expérience qui pourrait mettre en danger cette théorie, et au fond, ce qu'on peut dire, c'est que le psychanalyste ne prend aucun risque. Quel que soit le diagnostic qu'il va formuler sur tel ou tel patient, ou quel que soit ce que d'ailleurs le patient va formuler à propos de lui-même, il n'a aucun moyen objectif de trancher et d'avoir une possibilité de critiquer la validité de son explication. Et c'est ce qui pourrait rapprocher la psychanalyse de l'astrologie. Quand l'astrologue va vous dire demain peut-être qu'il fera beau ou pas beau. Voilà, vous voyez, le problème d'une phrase comme ça, c'est pas qu'elle est fausse, c'est qu'elle est absolument vraie, mais en fait elle est vraie du fait de son excès de généralité et pas du tout du fait de sa puissance de prédiction. Voilà. Alors si vous en voulez un peu plus sur cette question épistémologique, je vous invite à regarder une petite vidéo, je vais la mettre en lien, qui est... Attendez, c'est la philo en petits morceaux. Tac. Voilà, je pense qu'on va la trouver facilement. Voilà, c'est ça. La philo en petits morceaux. Moi j'aime bien qu'ils essayent de voir comment... qu'est-ce que c'est les critères qui permettent de dire d'une théorie... voilà, qu'elle est scientifique ou qu'elle ne l'est point. Tac, je vais mettre le lien. Pouf. Allez, il fonctionne. Ah, ça lag, excusez-moi. Je sais pas ce qui se passe. Clac. Pouf. Voilà. Donc, voilà. Pour les plus curieux d'entre vous, vous irez regarder. Bien, et bien voilà, donc on a terminé ce cours sur le bonheur, je ferai une petite vidéo de conclusion et de synthèse la prochaine fois. C'est un petit peu long, mais j'espère que je me suis permis de le faire parce que bon, je pense que c'est absolument passionnant et que voilà, je pense que c'est difficile de ne pas être intéressé par ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.